J'avais 66 ans le jour où la gifle de mon fils a résonné dans ma cuisine comme un coup de tonnerre, le goût du sang sur ma lèvre, le silence pesant qui a suivi, et puis ces ronflements paisibles sur le canapé, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, il m'a tendu un étui de maquillage avec un sourire et ces mots qui m'ont glacé le sang. Ma fiancée vient déjeuner. Arrange tout et sois charmante. Charmante. Moi, avec mon visage tuméfié et mon cœur en miettes. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce déjeuner allait déclencher une série d'événements qui révéleraient un secret enterré depuis 20 ans. Un secret qui liait mon fils, sa fiancée énigmatique, et l'homme qu'il admirait le plus au monde. Quand Adrien est entré dans le bureau de son patron le lendemain, et que son visage est devenu livide, j'ai compris que le passé venait de nous rattraper. Ce médecin respecté, cet homme qui promettait à mon fils un avenir brillant, était celui-là même qui avait refusé de nous aider la nuit où ma fille est morte. La nuit où tout s'est effondré. Et maintenant, il fallait choisir, continuer à protéger les mensonges qui nous avaient détruits, ou affronter une vérité si douloureuse qu'elle risquait de nous anéantir tous les trois. Cette histoire n'est pas celle d'une vengeance. C'est celle d'une mère, d'un fils malade et d'un médecin hanté par sa faute, tous unis par une tragédie qui refuse de les laisser en paix. Si vous voulez découvrir comment le pardon peut naître des cendres de la trahison, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires qui touchent le cœur. Laissez un like si cette histoire vous interpelle déjà, et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Maintenant, laissez-moi vous raconter tout depuis le début. J'avais 66 ans lorsque le son d'une cuillère heurtant une assiette a tout changé. La vapeur montait de la soupe, lente, timide, et l'odeur des légumes emplissait ma vieille cuisine à Lille. Je me souviens encore de la lumière jaune de l'ampoule qui tremblotait au plafond et de l'ombre de mon fils, Adrien, tournant en rond, agité, murmurant tout seul. Il n'avait pas pris ses médicaments depuis 2 jours. Je le savais, mais je n'avais pas eu le courage d'insister. Il m'a regardé avec des yeux dilatés, la main tremblante. « Pas de sel, maman. » J'ai souri, essayant de le calmer. « Je peux en rajouter, mon chéri. » Ce qui est arrivé ensuite, c'est le bruit sec d'une gifle. Un claquement si fort que même l'horloge murale a semblé s'arrêter. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste tenu mon visage et attendu que la tempête passe. Quelques minutes plus tard, il dormait sur le canapé, comme un enfant épuisé. Et moi, j'ai lavé l'assiette comme quelqu'un qui essaie d'effacer un péché. Le lendemain matin, il est apparu en souriant. Il apportait des fleurs et un étui de maquillage qu'il avait acheté à la pharmacie. « Ma fiancée vient déjeuner, maman. Arrange tout et sois charmante. » Charmante. Ce mot m'a fait plus mal que la gifle. À cet instant, je n'avais aucune idée que le véritable coup était encore à venir. Pas d'Adrien, mais de quelqu'un qu'il respectait plus que moi. Mais laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, dans cette cuisine étroite de la rue Fayderbe, avec un fils bipolaire qui oscillait entre l'amour dévorant et la rage aveugle. Adrien était mon univers, mon seul fils vivant, parce qu'avant lui, il y avait eu Amélie. Ma petite Amélie aux cheveux châtains, aux yeux verts brillants comme des émeraudes sous le soleil de juillet. Elle avait 9 ans lorsque tout s'est effondré. 9 ans et un rire qui résonnait dans toute la maison comme une cloche d'église un dimanche matin. Cette nuit-là, celle dont je ne parle jamais, Adrien avait 15 ans. Il était en pleine crise. Il cassait tout. Il criait des choses incompréhensibles. Il disait que les murs lui parlaient, que le diable vivait dans les tuyaux de la salle de bain. J'ai appelé l'hôpital Sainte-Claire. J'ai supplié qu'on vienne le chercher, qu'on l'interne, ne serait-ce que pour une nuit. Le médecin de garde, je me souviens de son badge brodé en lettres noires, Dr Jean Lefebvre, a refusé. « Il n'y a pas de place, madame. Et franchement, votre fils n'est pas si violent que ça. Donnez-lui un calmant et rappelez demain. » J'ai raccroché les mains tremblantes, le cœur brisé. 1 heure plus tard, Adrien, dans un état second, a poussé Amélie dans l'escalier. Elle est morte sur le coup. Mon fils ne s'en souvient pas. Il avait bloqué l'événement. Le psychiatre m'a dit que c'était un mécanisme de défense, que la mémoire d'Adrien avait effacé ce moment pour le protéger de la culpabilité. Mais moi, je me souviens de tout. Je me souviens du cri d'Amélie, du bruit sourd de son corps contre le carrelage, du sang sur les marches, du silence qui a suivi, un silence si épais qu'il semblait étouffer l'air lui-même. Et je me souviens du regard du docteur Lefebvre lorsqu'il est venu constater le décès. Ce regard fuyant, gêné, celui d'un homme qui savait qu'il aurait pu empêcher cela. Il m'a supplié des semaines plus tard, dans un couloir froid de l'hôpital. « Madame Dufour, s'il vous plaît, ne portez pas plainte.
Une erreur comme celle-ci peut détruire ma carrière. J'ai 3 enfants. J'avais perdu ma fille, mais j'avais encore un fils. Un fils malade, fragile, qui avait besoin de soins, pas de prison. Alors j'ai accepté. J'ai gardé le silence. Et pendant 20 ans, j'ai porté ce poids seul, comme une croix invisible clouée dans mes épaules. Mais ce soir-là, dans ma cuisine à Lille, en regardant cette assiette vide de soupe sans sel, je ne savais pas encore que le passé allait revenir frapper à ma porte. Je ne savais pas qu'Adrien avait été embauché dans un cabinet médical, et je ne savais surtout pas que son nouveau patron, cet homme qu'il admirait tant, cet homme juste qui allait l'aider à être promu, était le docteur Jean Lefebvre. Le même homme qui avait refusé de sauver mon fils, le même homme qui avait, sans le savoir, causé la mort de ma fille. Le lendemain matin, en préparant le déjeuner pour cet inconnu, cette fiancée aux cheveux dorés et au sourire froid, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait attendu 20 ans pour remonter à la surface. Et alors qu'Adrien mettait la table en fredonnant un air d'Édith Piaf, je me suis regardé dans le petit miroir accroché près de l'évier. Mon visage était marqué par la gifle de la veille, mais ce n'était rien comparé aux cicatrices invisibles que je portais depuis 2 décennies. J'ai appliqué le fond de teint qu'Adrien m'avait acheté, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai arrangé mes cheveux gris, et j'ai souri, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles sourient, elles se taisent, elles protègent, même quand elles savent que le monstre ne vient pas de leur fils malade, mais de ceux qui ont refusé de l'aider. J'ai passé toute la matinée à couper des légumes, les mains tremblantes. Chaque coup de couteau contre la planche en bois résonnait dans la cuisine comme un battement de cœur irrégulier. Les carottes, les poireaux, les pommes de terre, tout devait être parfait. Pas pour moi, pas pour Adrien, mais pour elle. Cet inconnu qui allait juger ma vie en une seule après-midi. Pendant que l'odeur des herbes de Provence et du beurre fondu se répandait dans l'air, Adrien marchait dans le petit jardin derrière la maison, nerveux, répétant des phrases à voix basse. Je l'observais par la fenêtre de la cuisine, ce grand garçon de 35 ans qui ressemblait encore à un enfant perdu. « Elle va t'adorer, maman », disait-il en se parlant à lui-même, comme s'il essayait de se convaincre. « Elle va voir à quel point tu es forte, à quel point tu es… » Il s'arrêtait toujours au milieu de ses phrases, comme si les mots lui échappaient, comme si la réalité lui glissait entre les doigts. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, ce vieux tablier à fleurs que je portais depuis des années, celui qu'Amélie aimait tant parce qu'elle disait que les tournesols brodés dessus lui rappelaient l'été, et j'ai respiré profondément. Je devais être charmante. C'est ce qu'il m'avait demandé. Charmante. Comme si je pouvais effacer 20 ans de douleur avec un sourire et une nappe propre. La sonnette a retenti à midi pile. Adrien a bondi vers la porte, les yeux brillants, les mains tremblantes d'excitation. Il portait une chemise blanche qu'il avait repassée lui-même, mal d'ailleurs car les plis étaient encore visibles sur les manches, et un pantalon beige qui sentait la lavande. Quand il a ouvert la porte, j'ai entendu sa voix changer. Elle est devenue plus grave, plus posée, presque artificielle. « Chérie, entre. Bienvenue chez moi. Chez moi. Pas chez nous. Pas chez maman. Chez moi. » J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai continué à remuer la soupe sur le feu, comme si de rien n'était. Elle est entrée, la fiancée, une jeune femme d'environ 28 ans, grande, élancée, avec des cheveux blonds dorés attachés en un chignon parfait. Elle portait une robe crème qui semblait coûter plus cher que tous mes meubles réunis, et ses chaussures, des escarpins beige à talons hauts, claquaient sur le parquet comme des coups de marteau. Son regard a balayé la pièce, lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui évalue une marchandise avant de décider si elle vaut la peine d'être achetée. Elle a souri, un sourire poli, professionnel, froid. « Quelle maison, rustique », a-t-elle dit en s'approchant de la table. Rustique. Ce mot m'a transpercé comme une lame. J'ai simplement souri en retour en essuyant mes mains sur mon tablier et j'ai murmuré « Merci, c'est modeste, mais c'est chez nous ». Adrien, debout à côté d'elle, a pris sa main avec une fierté presque enfantine. Ma mère est une femme simple mais dévouée. Elle a tout fait pour moi. Tout. Simple, dévoué, invisible. Ces mots flottaient dans l'air comme des fantômes. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai continué à sourire. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles sourient, elles encaissent, elles disparaissent. Nous nous sommes assis à table. J'avais préparé un repas traditionnel, une soupe de légumes pour commencer, suivie d'un bœuf bourguignon que j'avais laissé mijoter pendant des heures, et une tarte aux pommes pour le dessert, la recette de ma propre mère.
celle qu'Amélie adorait et qu'elle essayait toujours de voler avant même qu'elle ne refroidisse. Pendant tout le repas, la fiancée, elle s'appelait Camille, ai-je appris, posait des questions, beaucoup de questions, trop de questions. Alors, Madame Dufour, Adrien m'a dit que vous viviez seule depuis longtemps. Oui, depuis le décès de mon mari. Et vous n'avez jamais pensé à vous remarier? Non. Et financièrement, comment vous en sortez-vous? J'ai senti mon cœur se serrer. Adrien lui souriait, inconscient de l'inconfort qui grandissait en moi. Je me débrouille, ai-je répondu calmement en évitant son regard. Elle a hoché la tête comme si elle prenait des notes mentalement. Et la maladie d'Adrien, vous avez dû gérer ça toute seule, n'est-ce pas? Le ton était compatissant. Presque trop. Oui, ai-je murmuré. Ça a dû être difficile. Ça l'a été. Adrien a posé sa main sur la mienne. Maman est une guerrière. Camille a souri. Un sourire étrange. Calculé. J'imagine. Puis Adrien s'est levé pour aller chercher la tarte dans la cuisine. Il était excité, presque euphorique, comme un enfant le matin de Noël. Et c'est à ce moment-là que Camille s'est penchée vers moi. Son visage s'est rapproché du mien. Ses yeux bleus, froids comme des lacs gelés en hiver, m'ont fixé, et elle a chuchoté. Il m'a tout raconté. Ce qui s'est passé avec votre fille, je suis vraiment désolé. Mon corps s'est figé. Le temps s'est arrêté. Le bruit de la cuillère qu'Adrien cherchait dans la cuisine est devenu lointain, étouffé comme si j'étais soudainement sous l'eau. Amélie. Elle savait pour Amélie. Mais comment? Je n'en avais jamais parlé à personne. Jamais. Pas même à mes voisins. Pas même à mon propre frère. C'était un secret enterré profondément en moi, dans un coin sombre de mon âme, où personne n'avait le droit d'aller. Comment ai-je commencé? Mais ma voix s'est brisée. Camille a simplement souri. Un sourire doux, presque maternel. Adrien a besoin de parler, madame. Il a raconté. Tout, tout. Ce mot résonnait dans ma tête comme une cloche funéraire. Qu'est-ce qu'elle savait exactement? Savait-elle qu'Adrien avait poussé Amélie? Savait-elle que le médecin avait refusé de l'aider cette nuit-là? Savait-elle que j'avais protégé ce médecin en gardant le silence? Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Adrien est revenu avec la tarte, souriant, innocent, inconscient du tremblement de terre qui venait de se produire à cette table. Voilà, la fameuse tarte de maman. Camille a applaudi poliment. Mais moi, je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. Parce que dans ses yeux, j'avais vu quelque chose de dangereux. Elle ne compatissait pas. Elle collectait des informations. Et je ne savais pas encore pourquoi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond fissuré de ma chambre, essayant de comprendre comment Camille avait pu savoir pour Amélie. Les ombres dansaient sur les murs à cause des phares des voitures qui passaient dans la rue Faidherbe, et chaque lumière qui traversait ma fenêtre semblait révéler un nouveau secret, une nouvelle peur. Adrien, lui, dormait paisiblement dans sa chambre. Je l'entendais ronfler légèrement, ce son rassurant qui me disait qu'il était calme, qu'il était en paix, du moins pour cette nuit. Mais moi, je ne trouvais aucune paix. Les mots de Camille résonnaient dans ma tête comme un écho sans fin. Il m'a tout raconté. Tout. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Adrien ne se souvenait pas de cette nuit. Les psychiatres me l'avaient confirmé des dizaines de fois. Son esprit avait effacé l'événement, comme si son cerveau avait décidé que cette mémoire était trop lourde à porter. Alors comment avait-il pu raconter quelque chose dont il ne se souvenait pas? Ou alors, se souvenait-il maintenant? Cette pensée m'a glacé jusqu'aux os. Le lendemain matin, Adrien s'est levé tôt. Il était excité, presque fébrile. Il portait son costume gris, celui qu'il réservait pour les grandes occasions, et il l'avait repassé avec soin cette fois. Ses cheveux étaient peignés en arrière, et il s'était même rasé, ce qui était rare ces derniers temps. « Aujourd'hui, c'est un grand jour, maman », a-t-il dit en avalant son café rapidement, debout près de l'évier. « Mon patron veut me présenter officiellement à toute l'équipe. Il dit que je fais du bon travail, qu'il croit en moi. » Il rayonnait. C'était la première fois depuis des mois, peut-être des années, que je le voyais aussi confiant, aussi vivant. « Comment s'appelle-t-il, ton patron ?» ai-je demandé d'une voix que j'espérais neutre en versant du lait dans mon propre café. « Docteur Lefebvre. Jean Lefebvre. C'est un homme juste, maman. Un vrai professionnel. Il a même dit qu'il aimerait me voir évoluer dans l'entreprise, peut-être même devenir responsable d'ici quelques années. » Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Lefebvre. Docteur Jean Lefebvre. Ma main a tremblé.
J'ai failli renverser le lait. « Ça va, maman ?» a demandé Adrien en me regardant avec inquiétude. « Oui, oui. » Ai-je menti, en posant rapidement la bouteille sur la table. « C'est juste... la fatigue. » Il a souri. « Tu devrais te reposer plus. Tu en fais trop. » Puis il a embrassé mon front. Un geste si tendre, si innocent. Et il est parti, son sac à dos sur l'épaule, sifflotant une mélodie que je ne reconnaissais pas. J'ai attendu que la porte se referme. Et puis je me suis effondré sur une chaise. Lefebvre. Le même médecin qui avait refusé d'interner Adrien cette nuit-là. Le même homme qui m'avait supplié de ne pas porter plainte. Le même homme qui, par sa négligence, avait causé la mort de ma fille. Et maintenant, il était le patron d'Adrien. Comment était-ce possible? Comment la vie pouvait-elle être si cruelle, si ironique? J'ai passé la matinée à tourner en rond dans la maison, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai essayé de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux. J'ai essayé de faire le ménage, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai cassé une assiette. Et puis, vers 14 heures, le téléphone a sonné. J'ai décroché, le cœur battant. Maman, c'était Adrien, mais sa voix était différente. Elle tremblait, elle était fragile. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un long silence. J'entendais sa respiration irrégulière, saccadée, comme s'il essayait de contenir quelque chose. Maman, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te parler de quelque chose, mais pas maintenant, pas au téléphone. Mon sang s'est glacé. Adrien, dis-moi ce qui se passe. Tu m'inquiètes. Je ne peux pas. Pas encore. Je te rappelle ce soir. Adrien, attends. Mais il avait déjà raccroché. J'ai fixé le téléphone dans ma main, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose s'était passé, quelque chose de grave. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller dans les affaires d'Adrien. Je sais que c'était mal. Je sais que je n'aurais pas dû. Mais j'étais terrifié. J'avais besoin de comprendre. J'ai ouvert son sac à dos qu'il avait laissé dans l'entrée. À l'intérieur, j'ai trouvé des papiers, des stylos, une bouteille d'eau à moitié vide. Et puis, tout au fond, enveloppé dans un mouchoir, j'ai trouvé un badge de l'hôpital Sainte-Claire, le même hôpital où Amélie était morte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai retourné le badge. Au dos, il y avait une note écrite à la main d'une écriture tremblante. Il ne se souvient pas de moi. Mais moi, je me souviens de lui. Les larmes ont jailli de mes yeux. Adrien se souvenait. Il se souvenait de cette nuit. Il se souvenait du médecin. Et il savait. J'ai remis le badge exactement où je l'avais trouvé. Les mains tremblantes, le cœur en miettes. Puis je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Amélie, pour Adrien, pour moi, pour toutes ces années de silence, de mensonges, de douleurs refoulées. Vers minuit, Adrien est rentré. Il ne m'a pas dit bonsoir. Il est allé directement dans sa chambre et a fermé la porte. Je me suis approché doucement et j'ai écouté. Il parlait tout seul. « Pourquoi tu ne m'as rien dit, maman? Pourquoi tu l'as protégé ?» Sa voix était brisée. J'ai posé ma main contre la porte, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. « Je voulais juste te protéger », ai-je murmuré, mais il ne pouvait pas m'entendre. Puis j'ai entendu un autre bruit, des sanglots. Mon fils pleurait, et je ne pouvais rien faire. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Adrien était déjà parti. Il avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Je dois comprendre ce qui s'est passé. Pardon. » J'ai relu ce mot des dizaines de fois, les mains tremblantes, et j'ai su, à cet instant, que tout allait changer, que le passé, aussi profondément enterré soit-il, finit toujours par remonter à la surface, et que cette fois, je ne pourrais plus le protéger, parce qu'il était temps que la vérité éclate, même si elle devait nous détruire tous les deux. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Adrien rentrait tard le soir, épuisé, le regard vide. Il mangeait à peine, quelques bouchées de pain, une pomme qu'il laissait à moitié entamée sur la table. Il ne me parlait plus. Quand je lui posais des questions sur son travail, sur sa journée, sur Camille, il se contentait de hocher la tête ou de murmurer des réponses si courtes qu'elle ne voulait rien dire. « Ça va? Bien? Ne t'inquiète pas. » Mais je m'inquiétais. Comment aurais-je pu faire autrement? Mon fils, celui qui me racontait tout, qui partageait chaque détail de sa vie avec une innocence presque enfantine, était devenu un étranger sous mon propre toit. Le soir, je l'entendais marcher dans sa chambre. Parfois, il parlait tout seul. Parfois, il pleurait. Je me tenais devant sa porte, la main levée, prête à frapper, à entrer, à le serrer dans mes bras comme quand il était petit. Mais je n'osais pas.
Parce que j'avais peur. Peur de ce qu'il allait me dire. Peur de ce qu'il avait découvert. Peur que tout ce que j'avais essayé de protéger pendant 20 ans s'effondre comme un château de cartes. Un matin, alors qu'Adrien était sous la douche, j'ai pris une décision qui me hante encore aujourd'hui. J'ai fouillé dans son sac. Je sais que c'était mal. Je sais que c'était une trahison de sa confiance. Mais j'étais désespéré. J'avais besoin de comprendre. J'ai trouvé des documents de travail, des notes griffonnées sur des post-it jaunes, un sandwich encore emballé qu'il n'avait pas mangé, et puis, au fond du sac, dans une poche latérale, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un autre badge. Mais cette fois, ce n'était pas celui de l'hôpital Sainte-Claire. C'était un badge visiteur, avec la date d'il y a 3 jours, et le nom de l'établissement, Centre psychiatrique Henri Laborie, Lille. Mon cœur s'est arrêté. Adrien était retourné là-bas, dans cet endroit où il avait été hospitalisé après la mort d'Amélie. Cet endroit où il avait passé 6 mois, sous sédatif, sous surveillance, entre des murs blancs et des infirmières qui parlaient à voix basse comme si les mots eux-mêmes pouvaient blesser. Pourquoi y était-il retourné? J'ai retourné le badge. Et là, écrite au stylo bleu, d'une écriture que je ne reconnaissais pas, il y avait une phrase « Dossier patient, 4629A, archives accessibles sur demande. Docteur J. Lefebvre, médecin traitant, 2005. » J'ai relu cette phrase encore, comme si les mots allaient changer de sens. Docteur J. Lefebvre, médecin traitant, l'année où Amélie est morte, l'année où Adrien a été interné. Tout s'emboîtait. Lefebvre n'avait pas seulement refusé d'aider Adrien cette nuit-là, il l'avait suivi après. Il était devenu son médecin traitant à l'hôpital psychiatrique. Il avait pris en charge mon fils, probablement par culpabilité, probablement pour effacer sa propre faute. Et maintenant, 20 ans plus tard, il était redevenu une figure centrale dans la vie d'Adrien. Pas par hasard. Rien de tout cela n'était un hasard. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter. J'ai rapidement remis le badge dans le sac et je suis sorti de la chambre, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Quand Adrien est apparu dans le couloir, une serviette autour de la taille, les cheveux mouillés plaqués sur son front, il m'a regardé avec des yeux rouges, gonflés. « Maman ?» Sa voix était brisée. Je me suis approché. « Oui, mon chéri ?» Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose d'important, quelque chose de vital. Mais les mots ne sont pas sortis. Il a juste secoué la tête et est retourné dans sa chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai frappé à sa porte. « Adrien, on doit parler. » Pas de réponse. « Adrien, s'il te plaît. » Toujours rien. J'ai ouvert la porte doucement. Il était assis sur son lit, le dos contre le mur, les genoux repliés contre sa poitrine. Il fixait le plafond, les yeux vides, comme s'il était ailleurs. « Mon chéri, » ai-je commencé, mais ma voix s'est brisée. Il a tourné son visage vers moi, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était de la trahison. « Maman » a-t-il dit lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Est-ce que Dieu veut que je me souvienne ?» J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Te souvenir de quoi? De cette nuit. Le silence qui a suivi était assourdissant. « Adrien, réponds-moi. Est-ce que Dieu veut que je me souvienne de ce que j'ai fait ?» Les larmes ont jailli de mes yeux. « Tu n'as rien fait, mon chéri. Tu étais malade. Tu ne contrôlais pas tes actes. » Il a ri. Un rire amer, désespéré. « Malade, oui. C'est ce que tout le monde dit. Mais elle est quand même morte, n'est-ce pas? Adrien. Et ce médecin, maman. » Il s'est levé brusquement, et j'ai reculé instinctivement. « Ce docteur Lefebvre, tu l'as protégé, n'est-ce pas? » Mon cœur s'est arrêté. « Comment tu sais ça? » J'ai retrouvé les archives. J'ai lu les rapports. J'ai vu les notes. Il s'est approché de moi, les yeux rouges, les poings serrés. Ils ont écrit que tu as refusé de porter plainte, que tu as dit que c'était un accident, que tu ne voulais pas ruiner la carrière d'un bon médecin. J'ai porté mes mains à ma bouche, étouffant un sanglot. Je voulais juste te protéger. Me protéger? Il a crié, et sa voix a résonné dans toute la maison. Tu as protégé l'homme qui a tué ma sœur. Il ne l'a pas tué. C'était... Je me suis arrêté, parce que je savais ce que j'allais dire et je ne pouvais pas. Adrien a reculé, les larmes coulant sur ses joues. C'était moi. C'est ça que tu allais dire? J'ai secoué la tête violemment. Non, non mon chéri. C'était un accident. Tu ne te contrôlais pas. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Il s'est effondré sur le lit.
la tête entre les mains. Alors pourquoi je me sens si coupable, maman? Pourquoi je rêve d'elle toutes les nuits? Pourquoi je vois son visage chaque fois que je ferme les yeux? Je me suis agenouillé devant lui, prenant ses mains dans les miennes. Parce que tu l'aimais, parce que tu es humain. Mais ce n'était pas ta faute. Il a levé les yeux vers moi. Et Lefebvre? C'était sa faute? J'ai hésité, parce que la vérité était compliquée. La vérité était que oui, Lefebvre aurait pu empêcher tout ça, mais aussi que j'avais choisi de me taire, que j'avais choisi de protéger l'homme qui aurait pu sauver ma fille. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Adrien a retiré ses mains des miennes. Moi, je sais. Et à cet instant, j'ai compris. Mon fils n'était pas en train de chercher des réponses. Il était en train de chercher justice. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester là, passive, à regarder mon fils se consumer de l'intérieur. Je ne pouvais plus attendre que la vérité explose comme une bombe et détruise ce qui restait de notre famille brisée. Il fallait que je parle à Lefebvre. Il fallait que je regarde cet homme dans les yeux et que je comprenne pourquoi il était revenu dans nos vies après toutes ces années. Était-ce du remords, de la manipulation ou quelque chose d'encore plus sombre? J'ai attendu qu'Adrien parte au travail. Il est sorti sans me dire au revoir, les yeux cernés, le visage fermé. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue depuis la fenêtre de la cuisine, et j'ai senti mon cœur se serrer. Mon petit garçon, mon fils que j'avais porté dans mes bras, à qui j'avais chanté des berceuses, que j'avais bercé pendant ses crises, que j'avais protégé contre le monde entier. Et maintenant je devais le protéger contre la vérité elle-même. J'ai enfilé mon manteau gris, celui que je portais pour les occasions importantes, celui qui me donnait une contenance. Et j'ai pris le bus numéro 12 jusqu'à l'hôpital Sainte-Claire. Le trajet a duré 40 minutes, mais il m'a semblé durer une éternité. À chaque arrêt, je sentais mon courage faiblir. À chaque virage, je me demandais si je n'étais pas en train de commettre une terrible erreur. Mais je ne pouvais plus reculer. Quand je suis descendu du bus devant l'imposant bâtiment de briques rouges de l'hôpital, j'ai été submergé par un flot de souvenirs. C'était ici, c'était dans ce bâtiment que ma fille était morte. C'était dans ces couloirs froids et aseptisés que j'avais couru, pieds nus, en chemise de nuit, en hurlant son nom. C'était devant cette porte vitrée que j'avais supplié qu'on me laisse la voir une dernière fois. Et c'était dans ce hall d'entrée, sous cette lumière blanche et cruelle, que le docteur Lefebvre m'avait annoncé qu'il était trop tard. L'odeur de désinfectant était toujours la même. Cette odeur âcre, chimique, qui vous prenait à la gorge et vous rappelait que la mort rôdait ici, discrète, patiente. Je me suis approché du comptoir d'accueil. Une jeune femme aux cheveux courts et au sourire fatigué m'a regardé. « Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ? Je voudrais voir le docteur Lefebvre. » Elle a froncé les sourcils. « Vous avez un rendez-vous ? » ?»« Non, mais... » »« C'est personnel, très personnel. » Elle a hésité puis a décroché le téléphone. « Un instant, s'il vous plaît. » J'ai attendu, debout dans ce hall, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. Et puis, au bout de quelques minutes qui m'ont paru des heures, je l'ai vu. Il descendait l'escalier, lentement, une main sur la rampe. Docteur Jean Lefebvre. Il avait vieilli. Ses cheveux, autrefois bruns, étaient maintenant gris acier, presque blancs sur les tempes. Son visage était marqué par des rides profondes, des sillons creusés par le temps et peut-être par la culpabilité. Ses yeux que je n'avais jamais oubliés, étaient toujours aussi bleus, mais ils semblaient éteints, fatigués, comme s'ils avaient trop vu. Quand il m'a aperçu, il s'est arrêté net. Son visage est devenu livide. Madeleine, ma gorge s'est serrée en entendant mon prénom dans sa bouche. Il s'est approché lentement, prudemment, comme si j'étais un fantôme qui risquait de disparaître à tout moment. Mon Dieu, Madeleine Dufour, c'est vraiment vous. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Il a regardé autour de lui mal à l'aise, puis m'a fait signe de le suivre. « Venez, on ne peut pas parler ici. » Nous sommes montés au 2e étage, puis nous sommes entrés dans un petit bureau qui sentait le vieux papier et le café froid. Il y avait des dossiers empilés partout, des diplômes accrochés au mur, une photo de famille sur le bureau, une femme, 2 enfants adolescents, tous souriants. Il a fermé la porte derrière nous et s'est retourné vers moi. Le silence entre nous était écrasant. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » a-t-il dit d'une voix douce. Je me suis assise sur la chaise en face de son bureau. Mes mains tremblaient. Je les ai croisées sur mes genoux pour les cacher. Il s'est assis en face de moi.
les coudes sur le bureau, les mains jointes devant sa bouche. « Pourquoi êtes-vous venu ?» a-t-il demandé après un long moment. « Mon fils, Adrien. » Il a fermé les yeux, comme si ce nom lui faisait mal. « Je sais, il travaille pour moi. » « Pourquoi ?» Il a ouvert les yeux. « Pourquoi quoi ? Pourquoi l'avez-vous embauché ? Pourquoi êtes-vous revenu dans nos vies ?» Il a secoué la tête lentement. « Je ne savais pas. Quand il a postulé, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Son nom de famille, Dufour, c'est commun. Et puis, un jour, il a mentionné Lille, sa mère qui vivait seule, et j'ai compris. Et vous ne lui avez rien dit ? Non. Comment aurais-je pu ? J'ai senti la colère monter en moi. Vous auriez dû lui dire que vous étiez celui qui a refusé de l'aider cette nuit-là. Celui qui aurait pu empêcher la mort de ma fille. » Il a baissé la tête, les épaules affaissées. « Vous croyez que je ne le sais pas ? Vous croyez que je ne pense pas à cette nuit chaque jour de ma vie ?» Sa voix tremblait. « J'ai fait une erreur, Madeleine. Une terrible erreur. J'étais épuisé. J'avais enchaîné 3 gardes de suite. Je pensais que ce n'était qu'une crise passagère. Je pensais... » Il s'est arrêté, incapable de continuer. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais je me suis trompé. Et une petite fille est morte à cause de moi. Je l'ai regardé pleurer. Cet homme qui avait hanté mes cauchemars pendant 20 ans. Et contre toute attente, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement une immense tristesse. « Adrien sait », ai-je murmuré. Lefebvre a relevé la tête brusquement. « Quoi ?» Il a retrouvé les archives. « Il sait que vous étiez le médecin de garde cette nuit-là. Il sait que je vous ai protégé. » Le médecin est devenu encore plus pâle. « Mon Dieu. Il vient vous voir tous les jours, n'est-ce pas ? Au travail. Il vous observe. Il essaie de comprendre. » Lefebvre a hoché la tête lentement. « Oui, je l'ai remarqué. Il me regarde d'une manière étrange, comme s'il attendait quelque chose. Il attend que vous lui demandiez pardon. Je ne mérite pas son pardon. Peut-être pas, mais il en a besoin. » Le silence est retombé entre nous. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais pensé dire un jour. Moi aussi j'ai besoin de pardon. Regardez, surpris. J'ai gardé le silence pendant 20 ans. J'ai protégé votre carrière alors que ma fille était morte. J'ai laissé mon fils grandir dans la culpabilité et le mensonge. Je suis aussi coupable que vous. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. Lefebvre s'est levé et a contourné le bureau. Il s'est agenouillé devant moi, ce grand médecin, à genoux devant une vieille femme brisée. Je suis désolé, Madeleine. Je suis tellement désolé. Et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai dit les mots que j'avais gardés enfouis au plus profond de moi. Moi aussi. Nous sommes restés là, dans ce petit bureau, 2 âmes brisées pleurant ensemble sur une tragédie qui ne pourrait jamais être défaite. Quand je suis sorti de l'hôpital, le ciel était gris et il commençait à pleuvoir. Et c'est là, sur le parvis, sous la pluie froide, que j'ai vu Adrien. Il était là, debout, trempé, me regardant avec des yeux remplis de douleur. « Tu es venu le voir. » Ce n'était pas une question. « Oui. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que je comprenne. » Il a serré les poings. « Et qu'est-ce que tu as compris, maman ?» J'ai avancé vers lui, mais il a reculé. J'ai compris que nous portions tous un fardeau. Toi, moi, lui. Et que ce fardeau nous détruit. Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. Il a tué Amélie. Non, Adrien. C'est la maladie qui l'a tué, c'est le destin, c'est la vie. Et toi, tu l'as laissé s'en tirer. Oui, et je le regrette chaque jour. Il m'a regardé longuement, puis, sans un mot, il est parti en courant sous la pluie. Et je suis resté là, seul, au milieu de la tempête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé des heures assise dans le salon, enveloppé dans une vieille couverture en laine, à regarder la porte d'entrée en espérant qu'Adrien rentre. Mais il n'est pas rentré. À 3 heures du matin, j'ai essayé de l'appeler. Son téléphone sonnait dans le vide avant de basculer sur la messagerie. Sa voix enregistrée. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adrien ? Laissez un message. » me semblait appartenir à un autre temps, à un autre fils, celui qui souriait encore. « Mon chéri, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je t'en supplie. » J'ai raccroché, les mains tremblantes. Le jour s'est levé lentement, apportant avec lui une lumière grise et triste qui filtrait à travers les rideaux. J'ai préparé du café que je n'ai pas bu, j'ai fait griller du pain que je n'ai pas mangé. Je tournais en rond dans la maison comme une âme en peine, incapable de penser à autre chose qu'à mon fils. Où était-il ? Qu'allait-il faire ? Vers 9 heures, le téléphone a sonné. J'ai couru pour décrocher. Adrien ? Mais ce n'était pas lui. C'était une voix de femme, jeune, essoufflée, paniquée. « Madame Dufour ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Je suis Élodie,
la secrétaire du cabinet médical où travaille votre fils. Il faut que vous veniez. Tout de suite. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui se passe? Adrien va bien? Je ne sais pas. Il y a eu une altercation avec le docteur Lefebvre. Votre fils est... Elle s'est arrêtée, comme si elle cherchait ses mots. Il est très agité. Il refuse de partir. Il crie. La police va arriver si on ne fait rien. J'arrive. J'ai raccroché, attrapé mon manteau et couru dans la rue pour héler un taxi. Le trajet jusqu'au cabinet médical m'a paru interminable. À chaque feu rouge, à chaque tournant, je sentais mon cœur battre de plus en plus fort, comme un tambour de guerre annonçant une catastrophe imminente. Qu'avait fait Adrien? Qu'avait-il dit? Quand le taxi s'est arrêté devant le bâtiment moderne en verre et acier où se trouvait le cabinet, j'ai vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. Des employés étaient rassemblés dans le hall, parlant à voix basse, l'air inquiet. Une femme pleurait, consolée par un collègue. Je suis entré en courant. Où est mon fils? La secrétaire, une jeune femme aux cheveux roux attachés en queue de cheval, s'est précipitée vers moi. Madame Dufour, merci d'être venue si vite. Ils sont au 2e étage dans le bureau du docteur Lefebvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement. Votre fils est arrivé ce matin très tôt. Il avait l'air différent, agité. Il a demandé à voir le docteur immédiatement. Et puis, on a entendu des cris, des choses qui se cassaient. Mon Dieu, j'ai couru vers l'escalier, gravi les marches 2 par 2 malgré mes genoux douloureux, mon souffle court. Quand je suis arrivé au 2e étage, j'ai vu la porte du bureau de Lefebvre entr'ouverte. Des voix étouffées venaient de l'intérieur. J'ai poussé la porte, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Adrien était agenouillé au milieu du bureau, le visage dans les mains, tremblant de tout son corps. Ses épaules tressautaient au rythme de ses sanglots. Autour de lui, des livres étaient éparpillés sur le sol, une lampe renversée, des papiers déchirés. Et devant lui, également à genoux, se tenait le docteur Lefebvre. Le médecin avait le visage livide, les yeux rouges. Ses mains tremblaient. Ils pleuraient tous les deux. « Adrien », ai-je murmuré. Mon fils a levé la tête vers moi. Son visage était ravagé par la douleur, par des années de souffrance contenue qui explosaient enfin. « Maman, pourquoi il ne m'a pas sauvé? Pourquoi il ne m'a pas interné cette nuit-là » Sa voix était celle d'un enfant, d'un petit garçon perdu qui ne comprenait pas pourquoi le monde était si cruel. Lefebvre a pris la parole, la voix brisée. Parce que j'étais fatigué, parce que j'étais arrogant, parce que j'ai cru que je savais mieux que tout le monde. Il a baissé la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. J'ai fait une erreur, la pire erreur de ma vie, et je ne peux pas la défaire. Adrien a crié, un cri déchirant qui m'a transpercé. Alors pourquoi tu m'as laissé vivre? Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir cette nuit-là? Parce que tu méritais de vivre, a répondu Lefebvre avec force. Ce n'était pas ta faute. Tu étais malade, tu ne contrôlais pas tes actes. Mais elle est morte, je sais, et c'est à cause de moi. Non, Lefebvre s'est rapproché d'Adrien, malgré la peur visible dans ses yeux. C'est à cause de moi. C'est moi qui aurais dû être là. C'est moi qui aurais dû t'écouter. C'est moi qui aurais dû agir. Il a posé une main hésitante sur l'épaule d'Adrien. Depuis cette nuit, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à Amélie, sans que je me demande ce qui se serait passé si j'avais pris la bonne décision. Sa voix s'est brisée. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais un enfant souffrir comme il a souffert, que je ne ferai plus jamais cette erreur. Adrien a levé les yeux vers lui, le visage inondé de larmes. « Alors pourquoi tu ne m'as rien dit? Quand je suis arrivé ici pour travailler, pourquoi tu n'as rien dit? Parce que j'avais honte, parce que je ne méritais pas ton pardon. Et maintenant ?» Lefebvre a hésité. Puis il a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il s'est agenouillé complètement jusqu'à être au même niveau qu'Adrien, et il a dit, d'une voix claire malgré les sanglots, « Je te demande pardon, pour cette nuit, pour ta sœur, pour toutes les années de souffrance que tu as endurées. » Le silence qui a suivi était pesant, électrique. Adrien fixait le médecin, comme s'il essayait de décider si ses mots étaient sincères. Et puis, lentement, il a murmuré, « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je comprends. Mais... » Adrien a essuyé ses larmes d'un geste brusque. « Mais je ne veux plus porter ça tout seul. » Lefebvre a hoché la tête. « Tu n'es pas seul. » Je me suis avancé, les jambes tremblantes, et je me suis agenouillé à côté de mon fils. « Tu n'as jamais été seul, mon chéri. » Adrien s'est tourné vers moi. « Toi aussi, tu m'as menti. » « Je sais.
Et je suis désolé. Pourquoi tu l'as protégée? J'ai pris une grande respiration. Parce que j'avais peur. Peur de te perdre toi aussi. Peur que si je portais plainte, tu sois enfermé quelque part. Peur que le monde entier sache ce qui s'était passé. J'ai touché son visage comme je le faisais quand il était petit. J'ai fait un mauvais choix, mais je l'ai fait par amour. Adrien a fermé les yeux. Je suis tellement fatigué, maman. Je sais, mon chéri. Je veux juste que ça s'arrête. Je l'ai serré dans mes bras, ce grand homme qui était redevenu mon petit garçon. Ça va s'arrêter. Je te le promets. Lefebvre, toujours agenouillé, a murmuré « Nous allons t'aider. Je vais t'aider. » Et à cet instant, dans ce bureau dévasté, au milieu des débris et des larmes, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Un premier pas vers la guérison, vers la vérité, vers la paix. Nous sommes restés là, tous les trois, agenouillés sur le sol froid, unis par une tragédie qui nous avait détruits mais qui, peut-être, pourrait aussi nous reconstruire. Ensemble. Les jours qui ont suivi cette confrontation dans le bureau ont été étranges. Adrien est resté silencieux pendant 2 jours entiers. Il mangeait à peine, restait enfermé dans sa chambre, ne répondait pas à mes questions, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Ce n'était plus un silence chargé de colère ou de rancœur. C'était un silence réflexif, comme s'il digérait tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été révélé. Le docteur Lefebvre avait appelé plusieurs fois pour prendre des nouvelles. Sa voix au téléphone était hésitante, presque timide. Comment va-t-il? Il a besoin de temps. Je comprends. Un silence. Madame Dufour, Madeleine, je voudrais... Oui? Je voudrais faire quelque chose de concret. Pas pour me racheter, je sais que c'est impossible, mais pour commencer à réparer. Qu'avez-vous en tête? Je ne sais pas. Mais dites-moi comment je peux aider. J'ai réfléchi longtemps à cette conversation. Et puis, au 3e jour, une idée m'est venue. Une idée simple, presque absurde. Mais parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus de sens. J'ai frappé à la porte de la chambre d'Adrien. « Mon chéri, je peux entrer ?» Pas de réponse. J'ai ouvert doucement. Il était assis sur son lit, regardant par la fenêtre. La lumière de l'après-midi dessinait des ombres sur son visage fatigué. « Je voudrais faire quelque chose », ai-je dit en m'asseyant à côté de lui. Il a tourné la tête vers moi, interrogateur. « Je voudrais préparer un repas, un vrai repas, pour nous 3. Toi, moi et le docteur Lefebvre. » Adrien a froncé les sourcils. « Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais faire. Cuisiner, nourrir les gens. » J'ai pris sa main dans la mienne. Quand ton père est mort, quand Amélie, quand tout s'est effondré, la seule chose que je pouvais encore contrôler, c'était ça, préparer des repas, mettre la table, créer un moment de partage. Il a serré ma main doucement. « Tu crois que ça changera quelque chose? Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut essayer. » Adrien a regardé par la fenêtre pendant un long moment. Puis il a hoché la tête. « D'accord. » J'ai appelé Lefebvre le soir même. Dimanche. Déjeuner chez moi. Midi. « Vous êtes sûr? » « Non, mais venez quand même. » Le dimanche matin, je me suis levé à l'aube. J'ai sorti ma vieille marmite en fonte, celle qui avait appartenu à ma grand-mère, celle dans laquelle j'avais cuisiné des milliers de repas pour ma famille. J'ai épluché des légumes, des carottes, des poireaux, des pommes de terre, du céleri. J'ai sorti mon couteau le plus aiguisé et j'ai coupé chaque légume avec soin, avec amour, comme si chaque morceau portait une intention, une prière. La soupe. La même soupe que celle qui avait tout déclenché. Mais cette fois, je l'ai préparée différemment. J'ai pris mon temps. J'ai ajouté des herbes fraîches du petit jardin, du thym, du laurier, du persil. J'ai laissé mijoter doucement, en remuant de temps en temps, en goûtant, en ajustant. Et cette fois, j'ai mis du sel. Juste ce qu'il fallait. Ni trop, ni pas assez. Adrien est descendu vers 11 heures. Il portait une chemise propre, ses cheveux étaient peignés. Il avait l'air apaisé, ou du moins, moins torturé qu'avant. « Ça sent bon », a-t-il dit doucement. « Merci. » Il s'est approché de la cuisinière et a soulevé le couvercle de la marmite. La vapeur a envahi son visage. « C'est la même soupe? »« Oui. » « Pourquoi ?» J'ai posé ma main sur son épaule. « Parce que cette soupe fait partie de notre histoire, et on ne peut pas effacer l'histoire. Mais on peut peut-être la transformer. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. À midi pile, on a sonné à la porte. Adrien et moi avons échangé un regard.
Tu veux que j'aille ouvrir? Ai-je demandé. Non, je vais y aller. Il a respiré profondément, puis il est allé ouvrir. Le docteur Lefebvre se tenait sur le seuil, habillé simplement, tenant un bouquet de fleurs blanches, des lys, symbole de pureté et de renouveau. « Bonjour » a-t-il dit d'une voix hésitante. « Bonjour » a répondu Adrien. Ils se sont regardés pendant un long moment. Puis Adrien a fait un pas de côté. « Entre » Lefebvre est entré, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait le poids du monde. Je suis sorti de la cuisine, en essuyant mes mains sur mon tablier. « Merci d'être venu, docteur. Merci de m'avoir invité. » Il m'a tendu les fleurs. « Pour vous. » J'ai pris le bouquet, ému malgré moi. Elles sont magnifiques. Nous nous sommes assis à table. La table était simple, comme toujours chez moi. Une nappe en coton blanc que j'avais brodée il y a des années, des assiettes dépareillées mais propres, des verres en verre ordinaire. Pas de luxe, pas d'artifice, juste l'essentiel. J'ai servi la soupe. Le silence était pesant. On entendait seulement le cliquetis des cuillères contre les assiettes, le souffle du vent dehors, le tic-tac de l'horloge murale. Puis Adrien a pris une première cuillerée. Il l'a portée à sa bouche, a goûté, a fermé les yeux. Et quand il les a rouverts, j'ai vu quelque chose de différent dans son regard. « C'est bon », a-t-il murmuré. « Merci, mon chéri. » Lefebvre a également goûté. Il a hoché la tête lentement. « C'est délicieux. » Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis, doucement, j'ai pris la parole. Cette soupe, elle représente beaucoup pour nous. Adrien a posé sa cuillère. La première fois, elle n'avait pas de sel. Et ça m'a mis en colère. Une colère que je ne contrôlais pas. Lefebvre a baissé les yeux. Aujourd'hui, ai-je continué, elle a du sel. Pas parce qu'elle doit en avoir, mais parce que nous avons choisi de l'ajouter. J'ai regardé les deux hommes assis à ma table. Le sel, c'est comme le pardon. On doit choisir de le mettre. Personne ne peut le faire à notre place. Adrien a relevé la tête vers moi. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Je ne sais pas si je peux pardonner, maman. Je sais, et c'est normal. Lefebvre a pris la parole, la voix tremblante. Je ne te demande pas de me pardonner, Adrien. Je ne le mérite pas. Il a levé les yeux vers mon fils. Mais je te demande de me laisser porter une partie de ce fardeau avec toi, parce que tu n'aurais jamais dû le porter seul. Adrien a essuyé ses larmes d'un geste brusque. Comment? Comment tu peux porter quelque chose que tu n'as pas vécu? En reconnaissant ma faute, en arrêtant de fuir, en étant là. Un long silence. Puis Adrien a dit quelque chose qui m'a brisé et réparé le cœur en même temps. Elle aimait la soupe. Amélie. Elle disait que c'était le meilleur repas du monde. J'ai porté ma main à ma bouche, retenant un sanglot. Oui, elle adorait ça. Adrien a souri à travers ses larmes. Alors peut-être qu'elle aurait voulu qu'on mange ensemble, qu'on arrête de se détruire. Lefebvre a fermé les yeux, submergé par l'émotion. Je pense que oui. Nous avons fini le repas dans un silence plus doux, plus apaisé. Et quand j'ai servi le dessert, une simple tarte aux pommes, j'ai levé mon verre d'eau. À Amélie, Adrien et Lefebvre ont levé leurs verres également. À Amélie, nous avons trinqué. Et pour la première fois depuis 20 ans, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur, pas encore, mais c'était de l'espoir. L'espoir qu'un jour, peut-être, nous pourrions tous vivre avec ce qui s'était passé. L'espoir que le pardon, même incomplet, même imparfait, pourrait nous libérer. Quand Lefebvre est parti, Adrien l'a raccompagné jusqu'à la porte. Ils se sont serrés la main. « Merci d'être venu », a dit Adrien. « Merci de m'avoir accepté. » Et alors que le médecin s'éloignait dans la rue, Adrien est revenu vers moi. Il m'a serré dans ses bras. Et il a murmuré « Je t'aime, maman. »« Je t'aime aussi, mon chéri. » Les mois ont passé, pas rapidement, pas facilement, mais ils ont passé. Adrien a repris ses médicaments régulièrement. Il a continué à travailler au cabinet, mais le docteur Lefebvre a veillé à ce qu'il ait un suivi psychiatrique approprié. Ils se voyaient parfois pour déjeuner, pas souvent, mais de temps en temps. Deux hommes liés par une tragédie, essayant de construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Camille, la fiancée, est partie. Elle est venue un soir chercher ses affaires, les quelques vêtements qu'elle avait laissés chez nous, un livre, un parfum. Elle n'a pas regardé Adrien dans les yeux. Elle a juste dit, d'une voix froide, « Tu as besoin de régler tes problèmes avant de pouvoir être avec quelqu'un. » Adrien n'a pas répondu. Il l'a juste regardé partir. Et quand la porte s'est refermée, il s'est tourné vers moi et a dit « Elle avait raison. Peut-être, mais tu n'es pas seul. Je sais,
Ce qui m'a le plus surprise, c'est que je n'ai pas ressenti de tristesse à son départ, seulement du soulagement. Cette femme n'était pas celle qu'il fallait à mon fils. Elle collectionnait les informations, les faiblesses, comme si elle construisait un dossier. Elle ne l'aimait pas vraiment. Elle aimait l'idée de le sauver, de le réparer. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé par nous. Les dimanches sont devenus notre rituel. Chaque dimanche, je prépare un repas. Parfois, c'est juste Adrien et moi. Parfois, le docteur Lefebvre nous rejoint. Et une fois, il a amené sa femme. Une femme douce aux cheveux grisonnants qui m'a serré dans ses bras en pleurant. « Merci » a-t-elle dit. « Merci de lui avoir donné une chance de se racheter. » Je ne savais pas quoi répondre, parce que je ne l'avais pas fait pour lui. Je l'avais fait pour Adrien, et peut-être aussi pour moi. Un dimanche de printemps, alors que les lilas commençaient à fleurir dans le petit jardin derrière la maison, Adrien m'a surprise. « Maman, j'ai quelque chose pour toi. » Il a sorti de son sac un cadre. À l'intérieur, il y avait une photo. Une photo d'Amélie. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. Elle portait une robe à fleurs jaunes, ses cheveux châtains brillaient sous le soleil, et elle souriait. Ce sourire éclatant qui illuminait toute la pièce. Mon cœur s'est serré. « Où tu as trouvé ça ?»« Dans tes affaires, dans une boîte au fond de ton placard. » J'ai touché la photo du bout des doigts, comme si elle était fragile, comme si elle allait disparaître. Je n'osais plus la regarder. Je sais, mais moi j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de me souvenir d'elle, pas comme une tragédie, mais comme ma sœur. Les larmes ont jailli de mes yeux. Elle aurait été fière de toi, tu sais. Tu crois? J'en suis sûr. Adrien a pris le cadre et l'a posé sur la cheminée, à côté de l'horloge ancienne et de la petite statuette de porcelaine que ma mère m'avait offerte. Elle fait partie de cette maison. Elle fait partie de nous. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes restés là, côte à côte, regardant cette photo d'une petite fille qui ne vieillirait jamais. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti que de la douleur. J'ai aussi ressenti de la gratitude. Gratitude d'avoir eu cet enfant, même pour si peu de temps. Gratitude qu'elle ait existé. Gratitude qu'elle soit aimée encore aujourd'hui, après toutes ces années. Aujourd'hui, ma vie est différente. Adrien vit toujours avec moi. Il parle de prendre son propre appartement un jour, mais pour l'instant, nous avons besoin l'un de l'autre. Et c'est bien ainsi. Il a recommencé à sourire. Pas tout le temps, mais de plus en plus souvent. Il me raconte ses journées, ses collègues, les patients qu'il aide au cabinet. Il me parle de ses projets, de ses rêves. Il parle même parfois d'Amélie, sans que sa voix se brise complètement. Le docteur Lefebvre vient déjeuner une fois par mois maintenant. Il apporte toujours des fleurs, jamais les mêmes, toujours choisies avec soin. Des roses blanches, des tulipes, des pivoines. Il dit que c'est sa façon de dire merci. Mais je pense que c'est aussi sa façon de dire pardon, encore et encore, parce que certaines fautes ne peuvent jamais être complètement effacées. Elles peuvent seulement être portées avec plus de douceur. Hier, en préparant la soupe, parce que oui, je continue à faire cette soupe, tous les dimanches, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire. Adrien chantait. Il était dans sa chambre, la porte entr'ouverte, et il chantonnait une vieille chanson française que je lui chantais quand il était petit. À la Clairefontaine, m'en allant promener. Ma gorge s'est serrée. Je me suis arrêté de couper les légumes et j'ai écouté. Sa voix était douce, un peu hésitante, mais elle était là, vivante. Quand il est descendu pour mettre la table, je lui ai demandé « Tu chantais ?» Il a rougi légèrement. « Oui, ça fait bizarre, non ?»« Non, ça fait du bien. » Il a souri. C'est ce que je me suis dit aussi. Ce soir-là, après le dîner, alors que nous étions assis dans le salon, Adrien m'a posé une question que je n'attendais pas. « Maman, tu crois qu'Amélie nous a pardonné ?» J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas, mais je crois qu'elle aurait voulu qu'on soit heureux, ou du moins, en paix. « En paix », a-t-il répété, comme s'il testait le mot. Oui, il a hoché la tête lentement. Je pense que j'y arrive. Petit à petit. Moi aussi. Nous sommes restés assis en silence, écoutant le vent qui soufflait dehors, le craquement familier de la vieille maison, le ronronnement lointain d'une voiture dans la rue, et dans ce silence j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix, pas une paix parfaite, pas une paix sans douleur, mais une paix possible. Ce matin je me suis réveillé tôt. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des motifs dorés sur le plancher. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendu dans la cuisine. L'odeur de la soupe d'hier flottait encore légèrement dans l'air. Cette odeur qui avait déclenché tant de choses. Cette odeur qui nous avait brisés.
Cette odeur qui aujourd'hui nous rappelait que nous étions encore là, encore debout, encore ensemble. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé entrer l'air frais du matin. Dans le jardin, les lilas étaient en pleine floraison. Les oiseaux chantaient. Le monde continuait de tourner. Et moi, Madeleine Dufour, mère de 2 enfants, l'un au ciel, l'autre à mes côtés, j'ai compris quelque chose. Le pardon n'est pas un événement. C'est un chemin long, difficile, parsemé de pierres et de larmes. Mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a peut-être pas l'oubli. Mais il y a la vie. Et la vie, même avec ses blessures, même avec ses cicatrices, vaut toujours la peine d'être vécue. Adrien est descendu quelques minutes plus tard, les cheveux ébouriffés, encore ensommeillé. « Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» J'ai souri. « On vit. » Il a souri en retour. « Ça me va. » Et pendant que je préparais le café, pendant que le soleil inondait notre petite cuisine à Lille, pendant que la photo d'Amélie nous regardait depuis la cheminée du salon, j'ai su une chose avec certitude. Nous allions nous en sortir. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. Et ce jour-là, quand nous regarderons en arrière, nous verrons non pas une famille détruite par la tragédie, mais une famille qui a choisi de se reconstruire. Ensemble. Même sans sel. L'amour a toujours du goût. Aujourd'hui, en vous racontant cette histoire, je me demande, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous protégé le médecin qui aurait pu sauver votre enfant ? Auriez-vous gardé le silence pendant 20 ans pour épargner votre fils de la vérité ? Ou auriez-vous choisi la justice, même si cela signifiait détruire ce qui restait de votre famille ? Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions. Il n'y a que des choix impossibles, faits par des cœurs brisés qui essaient de survivre dans un monde qui ne pardonne pas facilement. Ce que j'ai appris, c'est que le pardon n'efface pas la douleur. Il ne ramène pas ceux que nous avons perdus, mais il nous permet de respirer à nouveau. Il nous libère du poids de la haine qui nous consume de l'intérieur. Le chemin vers la paix n'est jamais droit. Il est tortueux, semé d'embûches, de larmes et de moments où l'on voudrait tout abandonner. Mais chaque pas compte. Chaque geste de courage, aussi petit soit-il, nous rapproche de la lumière. Adrien a choisi de continuer à vivre, malgré la culpabilité. Le docteur Lefebvre a choisi d'affronter sa faute, malgré la honte. Et moi, j'ai choisi de pardonner. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais d'être libre. Parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions offrir à ceux que nous aimons, c'est de les laisser porter leur propre fardeau, tout en marchant à leur côté. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent la complexité de l'âme humaine. Laissez un like pour nous soutenir, et surtout, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Vos mots comptent, vos histoires comptent. Et rappelez-vous, même sans sel, l'amour a toujours du goût.